Eh bien, écoute, on va démarrer officiellement ce quatrième live déjà. Ouais, quatrième déjà. Oui, le quatrième live avec des super thèmes Oui, sur le tarot. Et ce soir, ben, un thème un peu complexe, mais pas tant que ça finalement. non, Ce sont les éléments d'alchimie dans le ouais. tarot. Donc, l'alchimie en général. Oui, parce que c'est vrai que les éléments d'alchimie dans le tarot, on peut le voir avec les quatre éléments, bien sûr, hein, l'eau, le feu, la terre et l'air, c'est ce qu'on va aborder, mais les éléments peuvent être aussi tout ce qui constitue l'alchimie, les œuvres, le rapport avec d'autres traditions, d'autres pratiques. Oui. Donc on va pas bien sûr, hein, on rassure les gens, on va pas aborder toutes ces thématiques-là, on va rester sur l'alchimie et surtout le tarot. Et comment l'alchimie peut-elle servir le tarot ou comment le tarot peut devenir un processus alchimique. Donc ça, c'est vraiment des aspects qu'on va aborder aujourd'hui. Oui. Alors, on a parlé des quatre éléments terre, eau, air, feu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a fort longtemps, les Grecs pensaient que ces quatre éléments-là étaient les quatre éléments principaux qui constituaient en fait l'énergie de la nature, en fait, qui formaient les éléments de la nature, plus le cinquième, parce qu'ils voyaient bien que quand même il y avait un espace au-delà dont ils ne pouvaient pas vraiment évaluer la composition, et donc le cinquième élément, l'éther, voilà, qui était une espèce d'élément qui réunissait peut-être les quatre entre eux. Enfin, c'était un petit peu confus à l'époque, évidemment, mais en Mm. tout cas, terre ou air, c'était ce qu'ils voyaient dans le monde physique. Et donc, ils pensaient qu'avec ces quatre éléments combinés, eh bien, on arrivait à fabriquer à peu près tout ce qu'il y avait sur la Terre. Donc, c'est ces quatre éléments qu'on retrouve en effet déjà dans les arcanes majeures Oui. du tarot, et puis bien sûr dans les quatre suites des arcanes mineurs. Alors, Ouais, on va pouvoir en revenir dessus euh, tout à l'heure. oui, tout On à fait, va peut-être pour déjà un petit peu situer, ce qui serait intéressant, c'est est-ce que donc bonjour à ceux qui nous rejoignent. oui, tout à fait. On va peut-être déjà un petit peu situer, tout simplement, remettre l'alchimie dans son contexte, alors peut-être dans sa définition, dans son aspect historique, sans non plus trop s'étendre dessus. Donc, Quelle est la définition que toi que tu as pu trouver, glaner sur Internet, et ensuite quelle sera toi ta définition que tu peux, ouais, quelle serait ta définition de l'alchimie au travers de toi, ta pratique notamment ou tes expériences? alors, bah, c'est pas la peine d'aller chercher bien loin pour trouver la définition de l'alchimie de toute façon sur Internet. Donc, l'alchimie, c'était une science qui était combinée avec la chimie. Elles se sont séparées au 7e ou 18e siècle en fait, et qui était tout simplement l'idée de transformer des métaux vulgaires comme le plomb en métaux nobles comme l'or ou l'argent. Et donc, ça a été le questionnement et toute l'expérimentation de beaucoup de scientifiques, donc depuis les Égyptiens, si je ne me trompe pas, pour essayer de faire ça. Alors, figure-toi qu'on a réussi à le faire au laboratoire de Genève, au CERN, hein, je crois qu'il s'appelle. Et en fait, ça a coûté tellement cher de fabriquer à partir du plomb, de fabriquer, je ne sais pas, mais une infinitésimale quantité d'or, que finalement, ça ne vaut pas le coup, en fait, hein. Mais, donc l'idée, c'est ça, hein, c'est de transformer ce qui est vulgaire en quelque chose de plus noble. Et bien évidemment, si on le prend au niveau de l'humain, c'est passer par des processus de transformation, par un travail d'introspection, par un travail sur soi, qui vont nous permettre de passer des niveaux de conscience et puis de sortir un petit peu de sa, voilà, on va dire, de son humanité la plus basse ou la plus crasseuse pour certains, vers quelque chose de plus lumineux, voilà, d'avoir accès à une conscience plus supérieure, à la sagesse, grâce donc à un processus de transformation qui peut passer par donc des outils, puisque les alchimistes avaient des outils, et comme pour l'humain, ça peut Hmm. passer par tarot, bien sûr. Tout à Voilà, fait. je peux en dire. En tout cas, j'espère que c'est une définition qui est simple. Et toi, qu'est-ce Oui. que tu as là-dessus?
Bon, écoute, on reste sur le même principe, la même définition. L'alchimie, c'est un processus de transformation. Alors, pour certains, c'est vraiment une quête de perfectionnement de l'être. Ça amène à un idéal. Oui, On peut avoir l'aspect purement matériel, hein, de transformer une matière brute en quelque chose de noble. Mais d'un point de vue plus intérieur, plus personnel, c'est quelque chose qui peut vraiment arriver à nous conduire à un niveau de perfectionnement. D'ailleurs, l'alchimie, pour certains alchimistes, il y avait l'idée non pas de transformer des matériaux, mais de trouver quelque chose qui pouvait favoriser l'immortalité, par exemple, ou d'aller carrément sur un niveau de toucher un idéal, donc quelque chose qui était dit de l'ordre du divin. C'est pour ça que notamment l'alchimie était considérée comme une discipline plutôt mystique, réservée à des initiés. Mais écoute, ta définition, pour moi, elle est parfaitement claire parce qu'on retrouve toujours cette idée de transformer quelque chose qui est de l'ordre du plomb, quelque chose qui est plombant, quelque chose qui est lourd, quelque chose qui peut être désagréable, obscur, noir, de l'emmener vers quelque chose de bien plus lumineux. Et c'est notamment ce que l'on peut proposer avec le tarot. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on va parler de l'alchimie et du tarot et de l'alchimie. Il existe bien d'autres méthodes qui peuvent être employées, même d'un point de vue thérapeutique, comme la spagithérapie. Mais nous, vraiment, on va se cantonner sur notre univers, l'univers qu'on connaît, notamment aussi le coaching. Donc voilà, n'hésitez pas, vous qui nous regardez, qui nous suivez, d'aller peut-être voir, explorer d'autres choses. Là, aujourd'hui, on va vraiment rester cantonné sur notre domaine de prédilection. oui, parce que sinon, on pourrait là aussi parler pendant des heures. C'est évident. Donc oui, autour de l'alchimie, on a toujours cette notion un petit peu mystérieuse que c'est donc quelque chose qui est réservé à des initiés. Et puis d'ailleurs, c'est vrai qu'ils avaient un langage entre les alchimistes secret, surtout à partir du moment où l'alchimie et la chimie donc, se sont séparées et où on a considéré que la chimie était une vraie science, contrairement à l'alchimie qui était une pseudo-science. Pseudoscience. Et donc, finalement, les alchimistes se sont renforcés dans cette idée et ils ont peut-être exagéré même le trait en écrivant en crypto, enfin des choses vraiment il fallait avoir les codes en fait pour déchiffrer ce qu'ils disaient. Et ce qu'ils disent toujours, parce qu'il y a toujours des alchimistes en fait aujourd'hui, hein, toujours qui essayent Tout à de fait. transformer le plomb en or. Ouais, alors peut-être que c'est compliqué que de se transformer soi-même, quoique Oh. je pense que le processus de transformation de l'homme de matériaux vulgaires à un matériau plus noble est très compliqué aussi. Ça peut prendre de temps. Oui, En effet. tu parlais même des alchimistes d'aujourd'hui. On en a un qui, alors, je ne sais pas s'il se qualifie comme alchimiste. Par contre, il a toute une approche liée à l'alchimie. C'est Patrick. Alors, je suis obligé de regarder le nom parce que le nom de famille, je l'écorche à chaque fois. C'est Burenstenas, ça doit être ça, qui a notamment beaucoup écrit. Il a fait des films aussi sur cette notion de l'alchimie. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est c'est un de nos contemporains. C'est plutôt intéressant ce qu'il propose. Il me semble qu'il fait même un lien parfois avec le tarot, mais je ne suis pas sûr. Et au travers euh, donc des alchimistes, est-ce que tu en as certains, alors des célèbres, enfin des personnes célèbres qu'on a pu entendre, qu'on a pu déjà peut-être lire dans différents ouvrages. Est-ce que tu en as quelques-uns là? Alors, oui, bien sûr qu'il y en a des célèbres. Déjà, bon, c'est 2800 ans de Ouais. savoir hein, depuis l'Égypte. Donc, et surtout, en fait, il y a beaucoup d'alchimistes qui se cachaient derrière un prête-nom Mmh. qui n'était pas forcément d'ailleurs quelqu'un qui existait ou quelqu'un qui était alchimiste, comme Nicolas Flamel. Oui. Donc, le célèbre Nicolas Flamel, Unique. visiblement, n'a pas du tout été alchimiste. C'était un simple commerçant. Il faisait de l'immobilier, du commerce, etc. Et alors, je ne sais pas comment il a dû s'y intéresser à un moment donné, mais finalement, il y a beaucoup d'alchimistes qui ont utilisé son nom parce que finalement son nom était célèbre pour produire des écrits et avoir un peu plus de succès. Donc il y a beaucoup de mythes aussi autour des alchimistes, mais sinon il y en a un qui est assez célèbre, c'est Geber. Alors je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est un nom arabe, c'est Jabir ibn Hayyan, donc ça date entre le 8e et le 10e siècle. Donc il y a eu beaucoup d'alchimistes dans le monde arabe.
Et ce sont d'ailleurs grâce à eux que ça s'est diffusé en Europe. Et oui, il y avait beaucoup de scientifiques à cette époque dans le monde arabe. Donc après, c'est normal hein, si ça a commencé en Égypte. Donc l'Égypte fait partie du monde arabe. Donc c'est Tout à plutôt fait. logique. Donc, voilà, donc celui-là, c'est, on va dire, le plus connu. Toi, tu dois en connaître peut-être d'autres. Alors il y en a quelques-uns. J'avais pour préparer ce live, ça m'avait permis un petit peu de replonger dans certains écrits. Donc on a Kohong qui est un penseur taoïste. Alors lui, il n'avait pas cette idée de l'alchimie qui permettait de transformer des matériaux pour atteindre une excellence. C'était vraiment de trouver un élixir d'immortalité. On avait Mhm, aussi par exemple Avicenne, mais on a un que l'on connaît un peu plus, mais même dans le milieu plutôt thérapeutique, c'est Paracelse, qui était mhm. médecin, mais aussi alchimiste. Donc voilà, ça fait partie des personnages célèbres, et on pourrait citer aussi Zosime de Panapolis. Voilà, toujours dans cet univers un petit peu. Mais on reste toujours sur une période, comme tu disais, hein, la période au niveau du XVIIIe siècle. On reste, bon, sauf pour Avicenne et Kong, mais on reste toujours dans cette phase du XVIIIe où il y a eu vraiment un essor, il y a eu quelque chose qui a fait prendre, on va dire, cette mayonnaise, et qui a permis vraiment aux personnes de s'intéresser de manière peut-être beaucoup plus spécifique, beaucoup plus intense. Peut-être que ça a été plus facilement vulgarisé à cette époque-là, je ne sais Mhm. pas, mais voilà, on a ces quelques personnages célèbres pour l'alchimie. Pour l'alchimie, exactement. Alors après, ben, comment passer de l'alchimie, de l'alchimiste dans son labo avec son four, son athanor, ses cornues, ses alambics, à finalement la transformation de l'humain? On peut dire que c'est quand même grâce à Carl Jung, le Oui, tout à fait. psychanalyste, puisqu'en fait, lui, il s'est intéressé à l'alchimie pour faire une comparaison entre cette transmutation donc des métaux et la transmutation de l'être, donc qui va atteindre la connaissance profonde de soi et une espèce de sagesse finalement. Donc ce processus-là, qui va utiliser d'ailleurs les quatre éléments, on lui doit en fait d'avoir intégré, on va dire, la psychologie, la psychanalyse dans l'alchimie. Oui, c'est à lui qu'on doit un petit peu je dirais pas cette vulgarisation, mais au moins d'avoir cette notion de l'alchimie. Et dans certains ouvrages, certains évoquent bien l'idée qu'il y a certes une alchimie qui est exogène, qui est vraiment tournée vers l'extérieur. On va travailler des matériaux, mais au fur et à mesure, l'alchimiste se rend compte que le fait de travailler à l'extérieur de lui, ça amène aussi toute une nouvelle dynamique, ça amène une transmutation, une transformation intérieure. Donc, on rentre dans un procédé plus endogène. Et donc là, en fait, les deux, on ne peut pas, quelque part, on ne peut pas les séparer. On en a un qui va devoir passer par l'extérieur pour venir nous toucher de l'intérieur et pour générer un impact, hein, d'un point de vue peut-être beaucoup plus profond au niveau de la psyché, au niveau des émotions, au niveau du corps peut-être. Et c'est notamment des notions qu'on va retrouver aussi dans l'alchimie taoïste, notamment le Neigong, où là, on va vraiment faire en sorte d'unir ce qui paraît opposé. On va travailler avec les mouvements, la circulation de l'énergie, le souffle notamment. Dans les exercices, il y a l'orbite microcosmique qui permet aussi cela. Donc, il y a toute une philosophie dans le taoïsme avec laquelle on va travailler pour vraiment amener cette alchimie, cette transmutation, cette transformation intérieure, toujours avec l'idée d'une longévité, c'est-à-dire de faire en sorte de vivre dans des bonnes conditions, faire en sorte de préserver son équilibre mental, émotionnel, préserver sa vitalité aussi. Tout à fait. Alors, pour en revenir à Jung, parce que ben, moi, évidemment, je suis très intéressée par tout ce qui est psychologie et puis tarot, psychotarot, hein, Oui, beaucoup. Donc lui, en fait, transformer le plomb en or, pour l'humain, c'est, alors selon lui, hein, c'est libérer le soi divin du chaos indifférencié de l'inconscient humain. C'est vrai que l'inconscient humain, on peut le comparer à une espèce de magma en fusion, hein, d'ailleurs. mmh, Voilà, à l'intérieur de nous, on a cette espèce de masse informe, brute en fait, qui nous fait agir d'ailleurs souvent de façon incompréhensible, hein. oui. Et puis, en fait, c'est en extraire quelque chose de lumineux. Et donc, comme il l'indique souvent dans son travail, c'est faire ce travail de l'ombre
comme un peu l'alchimiste, c'est vrai, dans un cerveau qui était enfermé à la lueur de son four, aller vraiment chercher ces zones d'ombre dans notre inconscient, donc en nous, voir ce qui en fait n'est pas très joli et le mettre en lumière pour le transformer, pardon, en quelque chose qui soit plus compréhensible déjà par nous. Et puis voilà, par exemple, toutes ces pulsions qu'on peut avoir, des fois de jalousie, même d'envie de frapper, d'être violent, tout ça, du moment qu'on l'interroge et qu'on le fait remonter à la surface, on peut le transformer en une énergie qui soit plus positive, donc en or. En tout cas, c'est très joli comme image. Oui. Bon, après, c'est vrai que tu parlais de la psychologie et on a souvent le lien quand on parle du tarot et de l'alchimie. Certains font le lien avec le topic de Freud, avec le moi, le ça et le surmoi. Donc certains ajoutent cela dedans, ce qui permet aussi une autre perspective de travail. Mais on n'a pas que ces possibilités-là. En associant alchimie et tarot, certains vont aller explorer l'univers de la Kabbale et plus particulièrement les lettres hébraïques. Donc, on a de nombreux ouvrages où certains auteurs se sont un petit peu intéressés aux liens qui pouvaient exister entre les 22 arcanes majeurs et les 22 lettres hébraïques et de leur générer une certaine forme de concordance, parfois avec certains éléments qui sont totalement pertinents, parfois un petit peu moins. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais au moins on se rend compte qu'il y a vraiment une diversité dès qu'on parle de l'alchimie, une diversité dans les méthodes qui peuvent être employées et surtout l'ouverture que peut nous permettre le tarot en utilisant l'alchimie en tant que moyen de transformation. Alors, jusqu'à présent, j'espère que c'est clair. Je ne sais absolument pas qui est sur le live parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont venus puis repartis. Donc, je n'ai aucune idée de qui est là. Donc, si vous avez bien sûr des questions ou des remarques ou évidemment des ajouts à faire à ce qu'on est en train de dire, eh bien, faites-le au travers du chat et nous nous ferons plaisir de vous répondre, en tout cas dans la mesure de nos connaissances, bien entendu. Alors, est-ce qu'on commence à parler des éléments présents dans le tarot au niveau alchimique? Ouais, je pense qu'on peut vraiment se lancer dedans. C'est la thématique du jour, ce rapport aux éléments. Donc, écoute, tu avais parlé tout à l'heure de l'eau, du feu, de la terre et de l'air. Donc, Oui. est-ce que ce sont des éléments qui donc vont trouver une correspondance dans les arcanes majeures et aussi les arcanes mineures. Et est-ce qu'il y a des petites distinctions entre les écoles? Est-ce que toi, dans ta pratique, tu as pu remarquer parfois certaines différences, certaines approches qui peuvent être variées quand on parle des éléments et du tarot? Alors, oui, ça c'est sûr que j'ai remarqué. Moi, je me tiens à ce que j'ai appris au départ parce que ça me convient déjà. Bon, après, c'est toujours intéressant de voir comment certains associent, en tout cas, les suites mineures aux éléments. Oui. Et moi, je reste sur la suite des bâtons associée au feu, la suite des coupes associées à l'eau, la suite des deniers associés à la terre, et il m'en manque la suite des épées, bien sûr, associées à l'air. Voilà, moi je l'ai appris comme ça, donc je préfère rester là-dessus. Je trouve que ça va bien. Et il y a aussi donc des correspondances au niveau des arcanes majeurs Mhm. entre feu qui peuvent être associés aux 4 vertus cardinales qui sont donc la justice, la tempérance, la force et la prudence. Alors, la prudence, si vous nous suivez, je vous invite à nous dire, ben alors, il n'y a pas de carte qui s'appelle la prudence, alors laquelle est-ce? Donc, mettez-nous, avant que je réponde, évidemment, dans le chat, quelle est la carte qui, pour vous, correspondrait à la prudence, puisque les autres, elles ont leur nom. Donc, en fait, sur la carte de la force, par exemple, elle va être associée au feu, donc à l'élément feu. Pourquoi? Ben parce que le personnage est associé à cet animal qui visiblement est un lion. Hein, donc là, on s'est mis d'accord pour dire que c'était un lion. Donc qui est un animal de feu. Donc en fait, la force, c'est ce qui va aussi nous inspirer, ce qui va nous motiver, ce qui va être l'élan de vie. Et puis pour justement maîtriser cette force et pour en faire quelque chose de positif, il faut faire comme le personnage ici, c'est-à-dire maîtriser cet animal qui est en nous, maîtriser nos pulsions. Sinon, eh bien, si on ne le fait pas, on va être géré par nos instincts, comme les animaux d'ailleurs, ou on va être
par nos pulsions, ou alors on va les bloquer et ça va être peut-être encore pire parce que ça va exploser n'importe comment. Alors ensuite, nous avons la justice. Donc la justice, eh bien comme la suite des épées est associée à l'air et qu'elle tient une belle épée dans sa main, elle est associée à l'air, à l'élément air. D'abord parce que les épées, lorsque ça fend l'air, ça fait du bruit, donc on peut facilement l'associer à cet élément. La balance aussi qui oscille donc dans l'air comme ça. Donc la justice, elle, qui va évidemment nous parler de justesse, d'être juste dans notre vie, de trouver voilà, ce qui est essentiel dans la recherche de qui nous sommes, donc ce qui est juste pour nous. Ensuite, eh bien, nous avons tempérance, qui évidemment de l'associer à l'élément eau. Alors pourquoi? Parce que tempérance, elle va nous parler d'équilibrer nos émotions, d'arriver à cet équilibre émotionnel pour éviter d'être noyé dans des roller coasters, dans des montagnes russes émotionnelles, ou d'être complètement coupé de ses émotions, ce qui évidemment n'est pas du tout bon. Donc l'équilibrage des émotions. Et alors la prudence, donc visiblement il n'y a personne qui a répondu. Bien évidemment, c'est l'ermite. Donc on voit qu'il est très très prudent quand il avance, parce que d'abord il est assez âgé. Et il est relié, lui, à l'élément de terre, puisqu'il va observer de façon très minutieuse. C'est un grand observateur, l'ermite. Il va observer tous les mouvements de son corps, ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Il va évidemment observer silencieusement pour pouvoir reconnaître justement ce qui se passe à l'intérieur de nous et aller voir ce fameux chaos de l'inconscient dont parlait Jung, pour pouvoir faire la lumière dessus avec sa petite lanterne. Donc déjà, on a ces 4 associations ici dans le tarot avec ces 4 cartes. Alors, on va peut-être parler des mineurs un peu, si tu veux. Oui, tout à fait. Je vais donc te laisser la parole. Oui, tu parlais tout à l'heure des différentes correspondances que l'on donne. Alors, il en existe différentes. On peut dire qu'il y en a 2 surtout qui sont utilisées. Donc, tu disais que la carte des deniers est souvent une carte comme ça, voilà, peut-être comme ça, je sais pas trop. La carte des deniers, elle est associée pour certains à l'air et d'autres écoles à la terre, pardon. Elle est souvent associée à la terre dans certaines écoles, notamment tous ceux qui s'inspirent du Rider-Waite, et pour d'autres qui vont un petit peu étudier le tarot et surtout les mineurs en lien avec l'hindouisme, en fait, qui serait le berceau vraiment des arcanes mineurs. Eh bien, les deniers vont correspondre à l'élément de l'air. Donc, on peut avoir vraiment des correspondances différentes. Alors, bien sûr, si vous qui nous regardez, vous avez déjà un petit peu votre propre codification, ce n'est pas parce qu'on vous propose quelque chose d'autre que tout de suite ça remet en question ce que vous utilisez. C'est plutôt, ça permet d'avoir une perspective un petit peu différente. On a la carte aussi, la carte des bâtons, la famille des bâtons. Donc là, l'as de bâton. Toute la famille de bâtons, ça va nous parler chez la plupart chez la plupart de ceux qui utilisent le Rider-Waite, de l'élément du feu. C'est vraiment une famille qui est associée au feu, à l'effort, à cette notion de dynamisme. Et pour ceux qui sont dans l'autre courant, ils vont l'associer à l'élément de la terre. Au niveau des épées que tu parlais tout à l'heure, hein, l'idée de fendre, l'idée, c'est tout l'aspect qui là va être associé à une énergie un petit peu plus, peut-être parfois un petit peu plus brute. On va avoir l'élément de l'air. Et pour d'autres, ça va être l'élément du feu, notamment. Là où c'est intéressant, c'est que peu importe les écoles, peu importe les courants, tout le monde est d'accord sur le fait que les coupes, c'est l'élément de l'eau. On va avoir cette notion-là à chaque fois. Et c'est vrai que dans un travail avec le tarot, on va donc pouvoir utiliser les numériques, alors les numériques et les honneurs, donc l'ensemble des arcanes mineurs, pour soit identifier le domaine, alors c'est sûrement ce qu'on va vous proposer de faire à la fin par rapport au tirage, d'identifier le domaine de vie, l'aspect qui peut être à travailler pour générer une transformation, une transmutation, ce qui paraît peut-être un petit peu plombant ou difficile en ce moment. Mais aussi, on peut les utiliser en complément parce qu'elles sont assez intéressantes
dans les pratiques, dans les tirages, même si on a tendance à les mettre un peu de côté parce qu'elles paraissent un petit peu plus obscures, et certains préfèrent plus utiliser le rider waite parce qu'il y a une mise en scène. Elles sont beaucoup plus facilement, je vais dire, interprétables, mais c'est peut-être pas le bon terme. Elles ont plus de sens dans le rider waite parce qu'on on les met en mouvement, on leur donne une scène. Par rapport à, donc tout à l'heure, tu parlais des cartes que l'on peut, les majeures, que l'on peut associer à des éléments. Est-ce que, alors bien sûr, on parle des quatre éléments dans l'alchimie, mais on parle aussi de quatre œuvres, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au jaune et l'œuvre au rouge. Si, pour toi, l'œuvre au noir, qui est l'œuvre de la mort symbolique, du fait de se dépouiller, quel arcane tu pourrais associer à cette œuvre-là? L'œuvre au noir. Ouais. Eh bien, l'arcane que j'associerais à l'œuvre au noir, d'abord parce que le sol, enfin tout le bas de la carte est noir, hein, très sombre. C'est un terreau très fertile. Alors, tous ceux qui fabriquent du compost rêvent d'avoir le même que sur de l'arcane sans nom, parce que évidemment là, il va pousser des choses très intéressantes. Donc oui, l'œuvre au noir, c'est cette mort symbolique, évidemment, qui va nous permettre de nous dépouiller de tout ce dont nous n'avons plus besoin, de façon assez radicale, c'est vrai. Hein, là, on passe pas par 36 étapes, hein, on enlève tout. Et puis, voilà, tout ce qui va être, voilà, je vais le faire brûler jusqu'à arriver à avoir ben, du charbon, quoi, hein, noir comme ici. En fait, c'est calciné. Et bien sûr, je vais renaître de ces cendres ici, que j'aperçois d'ailleurs parce qu'il y a mon poêle qui est en train de brûler à côté de moi. C'est pour ça que j'ai du mal, moi, par exemple, à associer les bâtons à autre chose que Oui. du feu. C'est vrai qu'on les met dans le feu et qui brûlent, mais à la base, un bâton, c'est vrai que ce n'est pas du feu en soi, mais c'est vrai que c'est souvent associé au feu parce que ça brûle bien, en tout cas. Donc oui, l'arcane sans nom pour l'œuvre au noir, donc se dépouiller déjà de tout ce dont on n'a plus besoin, faire brûler tout ça pour renaître. Alors après, nous avons l'œuvre au blanc, justement. Qu'est-ce que toi, tu associerais à l'œuvre au blanc? Et en expliquant un peu, c'est bien sûr. Alors l'œuvre au blanc, c'est le moment où l'ego cède la place à l'âme et en gros, c'est la réunion de ce qui est opposé. Principe masculin, féminin, yin-yang. Alors certains vont lui associer deux cartes, par exemple l'empereur et l'impératrice. Je suis pas nécessairement en accord avec cette idée parce que c'est quelle est la carte qui pourrait représenter cette œuvre au blanc. Moi, j'irais vraiment sur la tempérance, qui est vraiment cette idée d'unir ce qui peut peut-être parfois un petit peu opposé, qui fonctionne de manière un peu différente, de faire en sorte d'amener une certaine forme de cohésion, de retrouver une harmonie. J'associerais bien voilà, l'œuvre au blanc à la tempérance. Est-ce que toi, tu lui associerais une autre carte? Est-ce qu'il y a une autre carte de tarot qui pourrait parler de cette réunion des opposés? Alors, si l'œuvre au blanc, on parle de réunir les principes masculins et féminins, j'aurais tendance évidemment à aller chercher des couples dans le Oui, tarot, dont, comme tu disais, l'empereur et l'impératrice, il y a aussi le pape et la papesse, oui. et puis beaucoup ces deux-là, hein, le soleil, parce qu'en plus, alors eux, ces deux arcanes me font pardon, penser vraiment au processus alchimique, c'est-à-dire d'abord cette espèce de macération du liquide, et puis qui va devenir gazeux, hein, puisqu'ici les gouttes remontent sous l'effet de la distillation, un petit peu comme dans un alambic, pour se transformer finalement en gouttes après ici qui descendent davantage, donc avec le soleil, puis le soleil qui est évidemment associé à l'or de par sa couleur. Donc déjà ces deux associations ici, puis bon, le soleil de toute façon c'est un principe masculin et la lune féminin. Donc je verrais bien ces deux astres en tout cas pour l'œuvre au blanc. Et d'autant que c'est vraiment intéressant ce que tu évoquais parce que avec ces trois couples, empereur, impératrice, pape, papesse et enfin lune, soleil, c'est comme si on montait crescendo dans cette œuvre de transformation et d'union des opposés d'un point de vue très personnel, très matériel, d'un point de vue un petit peu plus spirituel et enfin d'un point de vue totalement archétypal. Donc c'est intéressant de voir aussi cette idée d'une progression par rapport au couple qu'on pourrait représenter avec l'œuvre au blanc. Tout à fait.
Tout à fait, Thierry. Et, et donc ensuite, pour l'œuvre au jaune, c'est Oui. pas, en plus c'est souvent une œuvre qu'on a tendance à squeezer parce qu'on parle uniquement des 3 œuvres dans l'alchimie, mais en fait on en a 4. Donc l'œuvre au jaune, quel serait l'arcane que tu pourrais lui associer, Alors, en sachant que je vais, c'est l'œuvre qui permet d'intégrer le sacré dans la chair, passer, on pourrait dire, de la lumière à quelque chose qui est plutôt lumineux, ok, plutôt sympathique. En gros, c'est comme si on passait de la lumière artificielle à la lumière naturelle. Donc, on passe de quelque chose qui est certes lumineux, mais qui n'est pas aussi important pour nous. Et là, on atteint la lumière dorée, la lumière absolue. Alors, je la cherche, la voici. Donc, voici la carte qu'on pourrait associer à l'œuvre au jaune. Donc, intégrer le sacré dans la chair. Donc, ici, la maison de Dieu, déjà avec le nom de la carte. Donc, la maison de Dieu, qui nous permet en effet on va dire, ce contact avec le divin. De par le haut de la tour déjà qui est, alors je sais pas, décapité ou qui saute de joie, cette espèce de plumeau divin qui vient nous toucher dans les pierres couleur chair d'ailleurs. Alors, elles ne sont pas toutes couleur chair, mais beaucoup quand même, en majorité, la carte enfin, je vais dire de l'arcane sans nom, donc de la maison de Dieu est plutôt couleur chair, donc cette incarnation en effet. Et puis, bon, quand on passe de la lumière blanche de l'âme, bien ici, voilà, l'âme qui est représentée par ici, on va dire, par la couronne. Ouais, je pense que la Maison de Dieu est une bonne représentation de cette œuvre au jaune. Puis il y a du jaune, Enfin, un petit peu partout, même oui. dans les cartes. Pardon. Il y en a dans toutes les cartes. Et puis, c'est bon pour Oh, toi? Ou si tu veux oui, c'est ajouter bon. quelque J'ai juste un chat dans la gorge. Ah ben oui, ben, écoute, bois un petit coup. Voilà, vas-y. Moi, le chat, il est dehors. Non, il va encore me saouler avec leur live, je vais dehors. Ah oui, c'est vrai. Alors, il nous reste une œuvre, Oui, l'œuvre rouge, l'œuvre rouge. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça, l'œuvre rouge? c'est en gros incarner l'expérience divine au sein de l'expérience humaine. Donc faire du divin quelque chose d'humain. Quelle carte pourrait représenter cela pour toi? Je les cherche. Tu Elles les ne veulent pas. cherches. Et oui, parce que j'ai tout le paquet devant moi, hein, donc j'en ai trouvé une. Ah, la voilà. Ok. Alors, incarner l'essence divine au sein de l'expérience humaine avec le monde et le jugement. Alors, le monde, justement, on parlait tout à l'heure des quatre. Laisse de côté si tu veux parler un petit Ouais. peu du jugement. Mais le monde, évidemment, c'est la 21e carte du tarot, en tout cas des arcanes majeures. Donc, on est au niveau de la réalisation de soi. Et donc, on parlait tout à l'heure des 4 arcanes majeures reliés à terre, eau, air, feu. Eh bien, on les retrouve ici, en fait, dans la carte du monde, avec les quatre personnages autour finalement de ce personnage central féminin, on va dire, oui, ou en tout cas un personnage qui se retrouve accompli et réalisé au sein de sa mandorle. Et donc, il va représenter ce fameux 5e élément, donc la quintessence de l'homme accompli ou réalisé. Qui a maîtrisé, où est-il le lion, il est là, ouais, j'ai du mal, je suis à l'envers. Le fameux lion de la force, voilà, donc le feu. Le taureau ici, donc qui va représenter la terre. L'aigle qui va représenter l'air. Et puis l'air, la justice qui regarde toujours droit dans les yeux. L'aigle est le seul animal, paraît-il, qui peut regarder le soleil droit dans les yeux. Ouais. Et que le soleil a des yeux. Oui. Et puis l'eau représentée avec l'ange ici. Donc on a vraiment ici la réalisation, donc cette œuvre au rouge finalement qui est là représentée dans le monde, surtout pour moi. Donc le jugement, j'aurais peut-être un petit peu plus de mal moi à l'expliquer si tu veux essayer. Le jugement, bien sûr. En fait, le jugement est intéressant parce qu'il nous met en lien une expérience humaine et une expérience divine. Une expérience divine avec cet ange qui est l'ange annonciateur qui vient annoncer quelque chose, qui vient révéler. Et en bas de la carte, on a ces personnages qui vraiment représentent le vécu humain, le vécu individuel, le vécu personnel.
parfois le vécu avec toutes les expériences qui peuvent être douloureuses parce qu'on a quand même un tombeau qui est en bas et on peut imaginer ce personnage sortir du tombeau. Alors bien sûr, hein, ça nous évoque tout de suite le mythe de Lazare. Et donc on a vraiment quelque chose qui amène peut-être à sortir d'une condition dont les deux personnages ici, cette femme et cet homme qui peuvent être vraiment liés à une incarnation purement humaine, purement matérielle. Et en fait, ce personnage central, lui, aspire à une élévation, aspire à quelque chose de différent, donc un processus de renaissance, de résurrection, de renouveau pour atteindre un absolu, un idéal, et donc là, faire de quelque chose de divin, répondre à l'appel du divin pour vraiment l'incarner pleinement dans son corps. Eh bien, je viens de voir des gens qui avaient rejoint tout à l'heure, mais je ne sais pas s'ils sont restés parce que je ne vois qu'une personne. Et donc, ça, qui nous avait dit bonsoir. D'ailleurs, je n'avais pas vu le chat. Oui. Ça ne monte pas, en fait. Je ne sais pas pourquoi ce Oui. soir. Il y a un petit bug. Ouais, donc bonsoir à toi Samuel, j'espère que tu vas bien, que tu es toujours par là avec nous. Donc on a vu les quatre œuvres, en tout cas, on a vu un petit peu, voilà, on a parlé des éléments d'alchimie, donc je pense qu'on a fait déjà un tour. Alors évidemment, hein, c'est succinct parce que, comme je vous l'ai dit, on ne va pas rentrer là dans les détails et pour que ce soit trop barbant. Donc on pourrait peut-être, alors je pense qu'on pourrait peut-être se poser la question de est-ce qu'il y a un tirage de tarot qui aurait transformé toi ta vie, en tout cas, qui t'aurait permis de passer à un niveau supérieur? Oui, durant l'expérience en taropie de donner des informations en mimant, en incarnant l'énergie, la posture d'une arcane, moi c'était avec l'arcane sans nom. Et c'est une carte, alors c'est sûr qu'au premier abord, elle n'est pas du tout agréable. C'est quelque chose qui a tendance à faire peur, même si on lui associe un processus de transformation. Alors certes, sur certains jeux, on a quelque chose qui est très coloré, donc elle n'est pas en soi perçue comme quelque chose de négatif, mais il y a cette idée de quand même labourer, de faire de l'effort, de fournir un effort pour atteindre ses objectifs. Et moi, ça m'a permis de prendre conscience de mon fonctionnement intérieur, comment je fonctionne dans la vie. On dit, il y a cette expression qui est peut-être un petit peu brute, mais c'est marche ou crève. Et bien en fait, pour moi, c'est quasiment mon leitmotiv dans le sens où la vie, elle est en perpétuel mouvement. Et stagner, s'arrêter, stagner, c'est quelque part de s'encrouter, de se laisser peut-être se mettre dans un état qui n'est pas du tout agréable, enfin tout du moins pour moi, qui a besoin d'être en mouvement, de challenge, et c'est même lorsqu'il y a quelque chose qui est difficile, qui peut même handicapant, qui enlise, comme on peut le voir, parce qu'on ne distingue pas son pied. Son pied, on peut imaginer qu'il est complètement enfoncé dans le sol. Eh bien, cette idée de continuer à avancer, de fournir des efforts pour atteindre un objectif, pour ne pas se laisser trop à atteindre. Et puis avec cette idée de l'identité, du dépouillement, bah même quand on nous a dessapé, quand on nous a enlevé ce qui pouvait nous paraître essentiel, il n'empêche que l'on peut toujours avancer et on a un objectif. Donc c'est vraiment une carte qui, moi, m'a permis vraiment de prendre conscience de mon fonctionnement et de surtout pourquoi j'avais autant de ressources face aux difficultés, face aux épreuves et cette dynamique de constamment avancer et face aux, je pourrais dire, oui, face à certaines épreuves, quelqu'un qui tombe dans la rue, enfin quelqu'un qui d'un coup un arrêt cardiaque ou gérer le décès de quelqu'un, c'est quelque chose qui est naturel pour moi. Je ne vais pas me laisser polluer par l'état émotionnel. Il y a un objectif, je m'y tiens, on y va, parce qu'il y a besoin de tenir bon pour faire face. Donc c'est vraiment une carte qui représente bien mon fonctionnement. Et toi, est-ce que ah oui, pardon, tu voulais rajouter quelque chose? Je rebondis juste parce qu'en fait, quand tu as dit marche ou crève, ça m'a fait Oui. penser à mon qui a donc maintenant 93 ans et qui un jour, bon, parce qu'il aime bien venir discuter avec nous, et une fois, il nous avait dit, oh là là, moi de toute façon, il faut que je me lève tous les jours, que j'ai un objectif, sinon je vais crever. Alors, c'est bien que de toute façon, à son âge, il est évident que dans l'ordre des choses, il a Mmh.
Donc, malgré tout, et pourtant il bougonne à chaque fois qu'il vient nous voir, je le sais, c'est la fin, j'en peux plus, machin, mais quand même il se lève, justement, et il a cette dynamique de l'arcane sans nom, hein, parce que c'est une carte dynamique, et qui fait, voilà, il se met en mouvement, et en fait, ça le maintient en vie, il en est tout à fait conscient. Ça, plus les objectifs qui sont pas très élevés. Enfin, voilà, c'est d'aller de venir cultiver son jardin, d'aller un peu voilà, s'occuper autour de la maison, de la terre. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui lui tient à cœur et qui le fait se lever tous les matins. De toute façon, moi je m'aperçois là quand tu parles que j'aime en fait beaucoup toutes les cartes un peu compliquées et dynamiques du tarot, l'arcane sans nom, le diable aussi qui est plein d'énergie. Oui. J'aime beaucoup le mat, donc je m'y reconnais beaucoup là, ce personnage tête en l'air comme ça qui avance et qui y va malgré les obstacles. Enfin, d'ailleurs, il ne les voit même pas. Non, tout à Donc fait. c'est vrai que ces cartes qu'on peut trouver un peu compliquées ou alors farfelues. Oh ben non, moi je préfère l'empereur parce que l'empereur, au moins, il sait où il va, hein, il y a de la structure. Que bon, le mat, voilà. Ben si, moi j'aime bien. Donc moi, oui, pour répondre à ta question que tu n'as pas posée, qui est la même, Oui. un tirage de tarot a transformé ma vie. Alors, transformer, en tout cas, pas d'un coup. Pas d'un coup, mais ça me trotte régulièrement dans la tête. C'est lorsque j'ai fait mon thème de naissance avec le tarot, grâce à un cours que j'avais suivi avec Sébastien Michel, donc le célèbre tarologue canadien. Donc, il nous avait appris grâce à de subtils calculs, mais pas trop compliqués, parce que j'ai réussi à les faire, à calculer notre personnalité profonde. Bon, il y a d'autres choses qu'on peut regarder, évidemment, avec le thème de naissance, mais ma personnalité profonde, il se trouve que c'est l'ermite. Alors, sur le coup, je me suis dit, moi qui aime bien justement les cartes dynamiques, comme je te l'ai dit, et qui suis quelqu'un quand même qui bouge beaucoup, qui est plutôt une énergie feu, justement, c'est-à-dire toujours dans l'action, un peu trop. Quand je dis, je me suis vue avec en personnalité profonde, c'est-à-dire celle que je dois aller chercher et développer et par ce processus alchimique faire naître, c'est l'ermite. Ben, je me suis dit alors ok, bof. Et puis à force finalement d'y réfléchir, oui, ça fait sens parce que l'ermite c'est quelqu'un qui adore. Enfin, c'est même pas qu'il adore, c'est son but dans la vie d'aller chercher la petite bête en fait, de faire un travail de prospection toujours plus profond. Il va creuser même s'il n'a pas de pioche. Il a une lanterne, donc il va vraiment chercher tous les petits recoins s'il n'y a pas quelque chose qui s'y cache. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'aime faire, voilà, que ce soit pour moi ou que ce soit avec mes clients. Les pousser un peu dans la recherche de ce qui les perturbe, pas rester en surface, donc ça j'aime pas. Et puis, comme je suis en fait très impulsive, en fait je suis un énéatype 1 hein, dans l'énéagramme, donc le centre qui m'anime en fait est un centre instinctif, donc j'agis beaucoup sur l'instinct. Et ça m'a évidemment permis d'avancer, mais ça m'a aussi causé quelques soucis. Hein, je réfléchis après, souvent. Donc, en fait, de me dire, ben, l'ermite, il t'invite, lui, justement, à aller chercher cette partie de toi qui a besoin de ralentir, souvent, de plus en plus souvent, pour voir les choses avec plus de clarté, pour prendre de meilleures décisions. Donc, ça, je pense que ça m'a marqué. Ouais, effectivement, ça a été. Et c'est ce processus, en fait, que c'est cette transformation vers l'ermite. Alors, j'espère pas trop physiquement, parce que sinon, je me retrouve une barbe. Les cheveux blancs, c'est fait déjà, mais avec une barbe, bof, j'ai pas trop envie. Mais en tout cas, psychologiquement, oui, voilà, je tends à ressembler, j'espère, de plus en plus à l'ermite et puis à son niveau de conscience plutôt élevé, sa sagesse. Voilà, ça, c'est mon but, effectivement, être sage, mais ça ne veut pas dire sage comme une petite fille, quoi. Oui. C'est vraiment atteindre un niveau de conscience qui me permette déjà de mieux gérer de mieux en mieux mes émotions, de ne pas être atteinte dès que quelque chose se passe, de arrêter de prendre les choses personnellement, d'être moins dans le jugement, tout ce dont on parle lorsqu'on rentre dans le monde du développement personnel, mais qui est vrai, ferait de ce monde un monde meilleur, hein, si tout le monde tendait vers ça. Voilà.
voilà pour en tout cas, moi, ce processus alchimique pour moi, pour ma part. Et d'ailleurs, ça va me permettre de rebondir sur cette notion du processus alchimique. Tu parlais de ton activité où ton objectif, c'est pas de rester en surface, mais d'aller titiller, d'aller en profondeur. Et là, on a vraiment la définition même du tarot, c'est-à-dire qu'il nous permet un processus alchimique. Alors bien sûr, si on l'utilise dans le sens de la voyance, de la projection sur l'avenir, tout l'aspect prédictif, on n'a pas nécessairement cet aspect-là qui va se développer, qui va s'animer, qui va se manifester. Par contre, dès qu'on va l'utiliser, alors que ce soit au travers du coaching ou au travers de la taropie notamment, avec ce triptyque que l'on utilise, qui va structurer toute la séance, on va faire d'une situation qui est plombante quelque chose qui peut servir de ressource ou qui peut amener à un autre objectif. Et ce qui est aussi intéressant dedans, c'est de se rendre compte qu'une problématique peut être entachée par d'autres choses dont on n'a peut-être pas conscience sur le coup, mais une problématique financière peut être liée aussi à un vécu personnel, à un rapport au professionnel, bien entendu, mais il peut y avoir aussi un contexte social. C'est vrai que si on reste en surface, on va juste être dans une interprétation, oui, ça va s'arranger dans 6 mois, trouver un autre travail, etc. Mais si on approche le tarot comme un processus, un procédé alchimique, là, on va aller un petit peu plus loin et on va fournir aussi les clés nécessaires pour que la personne puisse prendre conscience. Mais alors, tu me diras si je me trompe, mais alors, moi, dans mon approche, est-ce que toi, dans le coaching, c'est la même chose ou dans ton accompagnement en clientèle, mais l'idée, c'est d'accompagner la personne, de ne pas faire à sa place et de ne pas non plus forcer, parce que l'idée, c'est elle-même, elle est un laboratoire. Le laboratoire, c'est sa conscience, c'est son corps. Donc, dans ces cas-là, c'est de lui donner des clés, des outils, les matériaux nécessaires, comme on peut le voir en alchimie, des matériaux pour qu'elle puisse progressivement prendre conscience et générer cette eureka, par exemple, pour amener vraiment une transformation. Et on a derrière ça tous les accompagnements, les tirages de coaching, etc., de conseils pour aider un petit peu à bien nuancer et donner toutes les clés pour qu'elle puisse se cheminer. Est-ce que toi, c'est aussi quelque chose que tu utilises notamment dans le coaching? Alors, donner des clés, bien sûr, à des moments donnés du processus de coaching, qui est un processus d'accompagnement d'un client d'un point A à un point B, hein, c'est-à-dire il a un objectif qu'il veut atteindre, qu'on définit au départ du processus de coaching. Je lui donne des clés à certains moments, quand vraiment la personne est coincée. Et quand tu dis donner des clés ou des ressources, en fait, on part du postulat que la personne, elle a toutes les Oui, ressources et toutes les clés en elle. Et donc, le coach, en fait, le coach tarologue, comme je suis, en fait, va simplement l'aider à les sortir d'elle, en fait, ces ressources. Parce que sinon, autant alors appeler un consultant. ouais, Hein, donc là, je vais en profiter pour faire la différence bien nette entre un coach et un consultant. Un consultant est un expert dans un domaine. Donc, tous ceux qui se déclarent coach là sur les réseaux sociaux, je suis coach en Instagram, coach en ceci, coach en cela, en fait, non, ce sont des consultants, c'est-à-dire qu'ils sont experts dans leur domaine et qui vont vous aider à développer à vous-même une expertise dans ce domaine. Donc, ils vont vous conseiller, en effet, ce sont des conseillers. Et d'ailleurs, dans les domaines politiques, par exemple, ou du business, ces personnes se font payer très 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 cher puisqu'ils sont censés avoir une énorme expertise dans leur domaine, encore une fois. Donc le coach, lui, c'est le contraire. En fait, le coach, avec son client arrive, le client est son héros. Le coach est tout à fait naïf et on n'a absolument pas besoin de connaître le domaine, par exemple, dans lequel la personne travaille, s'il vient nous trouver pour une problématique professionnelle. Absolument pas. On n'a absolument pas besoin de connaître le domaine professionnel par cœur. On peut évidemment se renseigner un petit peu pour coacher la personne. Parce qu'on va l'aider simplement à mettre à jour les ressources qu'elle a et qu'elle n'arrive pas à développer parce qu'il y a des blocages dus à des croyances, des choses qu'on a héritées, voilà, on le sait, des parents, des grands-parents, etc., qui bloquent l'accès à ces ressources. Donc nous, on est là en fait pour le coach pour accompagner cette personne à avoir ces fameux eureka, ces fameux insights, comme on dit aussi en coaching, c'est-à-dire tout d'un coup, ah mais oui, comme ça, mais
Mais c'est bien sûr, la solution, je l'avais. Pourquoi j'ai pas pensé? Alors que si, évidemment, on donne une solution toute prête, enfin, moi, j'ai tellement suivi de formations avec des soi-disant coachs qui étaient donc des consultants, j'ai jamais pu appliquer leur méthode parce que ça ne me convient pas. Je parle souvent entre autres des formations pour les réseaux sociaux. Ça ne me convient pas, tout simplement. Je comprends très bien ce qu'ils veulent me dire. Pas de problème, je suis pas idiote. Je vois bien, je sais très bien ce qu'il faut mettre en place, mais il y a plein de choses, ça ne me convient pas, donc je sais que ça ne marchera pas pour moi. Voilà, donc ça c'est en effet la grande différence quand vous venez me voir, en tout cas pour une consultation de tarot au coaching, ou voilà, tout le processus de coaching sur plusieurs semaines. Je ne vais pas vous asséner des manières de faire. Donc on va chercher en fait à deux la meilleure façon pour vous d'atteindre l'objectif qui aura été fixé au départ. Voilà. Ok. Oui, ce qu'on va retrouver aussi, notamment en taropie, où l'idée, c'est de faire des propositions et surtout de mettre toujours en nuance, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer si on choisit telle démarche, qu'est-ce qui ne se passera pas, quelle est l'attitude, quels sont les conseils, quels sont les déconseils que l'on peut retrouver. Il y a vraiment cette idée de donner un petit peu tous les éléments nécessaires à ce que la personne puisse par elle-même ensuite agir et mettre les choses en place. Quand on utilise le tarot dans un coaching, en fait, nous, on sert de traducteur parce que la personne qui vient, tu vas lui montrer ça comme conseil. Qu'est-ce que tu veux qu'elle en fasse? Si toi, tu lui traduis pas, en fait, les Oui, symboles et le sens de la carte et surtout toi aussi, ce que tu peux y voir par rapport à la question que la personne a posée, elle va rester sans voix. Donc, en fait, on traduit la carte en langage humain, on va dire. Et puis aussi pour repréciser ce qu'est la taropie quand même, parce qu'il y a peut-être des gens là qui vont nous oui. écouter et qui se demandent de quoi on parle. C'est quoi ce pays, la taropie? Donc c'est une méthode mise au point par Kevin Meunier, à laquelle nous avons été formés, Jordan et moi, et d'autres personnes, hein, et que nous allons d'ailleurs vous enseigner à notre tour d'ici quelques temps. En tout cas, on le prépare euh, tous les deux pour la rentrée 2024 parce que c'est un peu long, c'est pas Oui. compliqué, non, mais c'est long à mettre en place. Donc, on vous proposera de vous former aussi à la taropie, qui est en fait d'utiliser le tarot pour vous coacher sur trois domaines, le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire en thérapie, en coach pour le passé, en coaching pour le présent et en voyance pour l'avenir. Voilà, c'est-à-dire vous arrivez avec une situation présente, on peut trouver les causes de cette situation, si ça dépend de la situation, mais en Oui. général on va chercher les causes qui aujourd'hui font que vous avez un problème. Et puis voyance, c'est-à-dire on voit d'abord ce que ça peut donner si vous restez dans cette énergie-là et comment justement changer l'énergie actuelle pour donner un autre résultat. Et donc ça, évidemment, c'est aussi, on peut le faire en coaching sans passer par le tarot, mais on l'aime C'est tellement. ça. C'est un doudou. Un doudou, des fois, pas, Oui, voilà, avec des... pas agréable, mais un doudou quand même. Oui, en effet, la thérapie, ça va vraiment permettre de faire un travail on va dire, en profondeur. Et là où, en voyance, on peut rester que sur quelque chose de surface. Alors, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est plutôt un constat. Pour l'avoir pratiqué et pour avoir suivi d'autres personnes qui le pratiquent, euh, quand il y a un événement, on va rester, comme on parlait tout à l'heure, sur le sur l'argent, mais ça peut être aussi sur l'activité professionnelle. Hein. Est-ce que je vais trouver du travail? On va avoir un oui, non. Voilà. On peut rester vraiment que en surface. En thérapie, on va vraiment aller chercher plus en profondeur, c'est-à-dire est-ce que la personne a déjà des domaines de compétences, des domaines qui peuvent l'intéresser, qu'est-ce qu'elle met en place, qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place, qu'est-ce qu'elle ne devrait pas faire, est-ce que le secteur dans lequel elle est intéressant, et on peut à ça ouvrir, on peut ajouter à cela pardon, dans l'histoire de la personne, en fonction de ce qu'elle va nous dire, en fonction de ce qui va aussi ressortir dans cet échange, parce que c'est vraiment ça, c'est comme en coaching, on a vraiment un échange. L'autre n'est pas là juste pour écouter parce qu'on est dans une optique de parole d'évangile, c'est pas du tout le cas. On va proposer des choses, on peut se rendre compte que la problématique professionnelle est liée à un vécu personnel, à la famille, à quelque chose qui est beaucoup plus antérieur. Donc là, notamment les croyances, comme tu en parlais tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est global dans l'approche et dans l'accompagnement qui est proposé. Eh bien, écoute, sur ces bonnes paroles,
il y a personne ce soir, malheureusement. Ben, ça arrive, hein, c'est ainsi. Je Écoute, c'est propose comme ça. ouais, un petit tirage entre nous. Ben, Eh, on est là, donc autant le je faire. suis Et d'accord. voilà, moi j'aimerais bien savoir, par exemple, dans quel domaine exactement il serait bon pour moi d'appuyer le processus alchimique. Dans quel domaine? Ok. Dans Alors, ce que je te quel domaine? propose, attends, je vais recouper tout ça parce que voilà. Ce que je te propose, c'est d'aller de faire le tirage donc en une carte et le domaine, on va donc employer les mineurs, l'ensemble des mineurs, donc les les numériques et les honneurs pour voir un petit peu le domaine et surtout bah, qu'est-ce que ça peut nous amener. On peut déjà voir le domaine et peut-être des suspicions. Non, des propositions d'actions ou d'aspects qui seraient intéressants d'aller explorer. Donc, on va aller voir ça. Je crois que ça va te faire plaisir. Je Ah, crois que tu vas être ravi. C'est parce que c'est la famille que tu apprécies beaucoup. ah oui, alors j'étais pas sûre que tu le dises sur le ton ironique, mais j'ai failli te dire ça va être encore une épée. Bah oui, évidemment. Donc en fait, alors ça va être d'ailleurs intéressant parce que c'est vrai que moi l'interprétation que j'en ai, j'avais suivi vraiment l'approche plutôt de Kevin parce que c'est vrai que les mineurs, je les utilisais peu à l'époque. Je sais que toi tu as un autre regard, mais ça va être intéressant parce que c'est une carte qui va nous parler donc de tout ce qui est en lien avec les idées, avec le Ah oui. mental, avec les projets. Et donc là, on peut avoir une notion, un élément surtout avec l'as d'épée, de réfléchir là où tu devrais travailler. Enfin, là où il y a une proposition de transformation alchimique, c'est dans le domaine des projets, dans le domaine des idées, dans tout ce que tu peux commencer un petit peu à réfléchir, tout ce que tu peux commencer un petit peu à faire mûrir. Enfin, on pourrait même dire ruminer, c'est le mot que j'avais envie de dire. Tu rumines peut-être par rapport à certaines choses, et plutôt que ça rumine, il y a peut-être l'idée un petit peu comme cette épée qui vient percer la couronne. Donc on perce au niveau de la tête pour faire en sorte de sortir toutes ces idées. On peut avoir cet aspect-là avec cet as d'épée. Donc beaucoup de choses qui ruminent, beaucoup d'idées qui sont présentes et qui peuvent peut-être un peu bloquer. Donc là, le domaine avec lequel tu pourrais travailler, enfin la proposition qui t'est faite, c'est vraiment de travailler sur l'aspect de l'élément, pardon, de cet élément qui est donc associé là en l'occurrence au feu. Donc cet élément feu qui vient transformer, qui vient brûler. Donc brûler tout ce qui peut être alourdissant dans ton mode de pensée pour te permettre d'amener une ouverture, un changement, une nouvelle dynamique. Mais on est vraiment sur les nouveaux projets. On est vraiment sur des idées qui doivent maintenant se concrétiser, plus seulement rester imbriquées au niveau de la tête. Oui, Est-ce que ça ça te me parle? Et, non, parce que en fait, je regardais ta carte et c'est vrai que l'épée, elle est rouge, comme si elle avait été rougie Oui, au feu, justement. Et puis là, aujourd'hui, en plus, bon, j'ai reçu plusieurs nouvelles qui m'ont évidemment, ça c'est mon processus habituel, donc je me connais, qui m'ont en fait envahi la tête. Donc j'aurais besoin effectivement de, comme avec une aiguille, tu vois, de percer oui, là un trou, comme une cocotte c'est minute, ça sorte ça. en effet tout ça pour faire un peu le tri et me recentrer comme cette épée qui est bien droite, voilà, et bien axée et puis bien focalisée. Donc oui, ça me parle tout à fait. Est-ce que bon là vu qu'on est quand même à chaque fois dans les lives dans quelque chose de ludique, moi c'est l'interprétation que j'en donne. Est-ce que toi tu as d'autres significations, d'autres interprétations pour l'as d'épée? Bah, de toute façon, moi, je ne l'associe pas au feu, même si Oui, là, en effet, cette épée rouge, évidemment, comme je t'ai dit, ça se voit. Donc, je l'associe, j'ai toujours associé à l'air ouais, les épées, donc domaine du mental, mais ça, c'est pareil que ce que tu as dit, hein. Aussi du langage, de la communication, enfin, de la façon dont on communique. Et ça, bien entendu, c'est plutôt, moi, je pense, alors, autant de faire du tri dans les idées, j'en ai beaucoup en ce moment. C'est vrai que j'ai besoin de faire peut-être du tri, mais ça, c'est pas mal, hein. J'ai toujours beaucoup de. Ça fourmille là-dedans, mais
j'ai aussi besoin de travailler sur ma communication. Je ne dis pas que je communique mal, mais probablement pas aussi bien que je le voudrais. Ou je ne pense pas que ce soit quand je communique, par exemple, que je forme des gens. Je pense que je suis très pédagogue et dans ce domaine-là, ça va très bien. Mais une communication, on va dire, hors de mon domaine professionnel, voilà, communiquer avec, voilà, de façon banale, hein, peut-être que ça, il faudrait que je travaille là-dessus. Ok. Ouais, parfois, je peux être trop brute de décoffrage, un peu direct, un peu, voilà, j'aurais besoin ouais, de retravailler ma communication, en fait, mon langage. Ok. D'accord. Alors que Bon. ce soit notre carte, mais c'est vrai que là, on est sur un nouveau départ Oui. aussi, donc un démarrage. Donc voilà, on va démarrer de nouvelles façons de communiquer, mais ça me paraît compliqué du jour au lendemain comme ça. Oui. Déjà, moi, je rêverais d'avoir un conseiller en communication, par exemple, un consultant, Oui. voilà, qui me dit, toi, ta communication, ça tu gardes, ça tu jettes, on va la remplacer Mm. par autre chose. C'est difficile de s'analyser tout seul. Oui. Je vais regarder. Euh, je, je pense en même temps à autre chose, mais non, non, ça fait pas partie de ça. Ok. Est-ce que, ouais, est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter par rapport à cette interprétation? Non, Non. là, ça me va bien. Ok. Ça Eh me va ben, bien. moi, je veux bien la même question. Quel serait le domaine dans lequel j'ai besoin de générer une transformation alchimique ou pour lequel je dois porter peut-être une attention un peu plus particulière? Allez, on se concentre et puis donc on va demander au tarot par quel domaine, en tout cas, il serait bon pour toi de faire œuvre au blanc, jaune, noir, rouge, bleu. Et on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ma foi, combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, parce que 8. c'est le 8 deniers. Donc, on est dans le domaine des deniers. Alors, toi, je sais que tu as la terminologie de Pline, donc tu vas associer ça à l'air. Oui. Et moi, je l'associe à la terre, mais après, au niveau des Oh, significations, c'est les échanges, et puis c'est tout, les sous. Il y en a plein sur ouais. cette carte. Il y en a plein sur cette carte. Et le 8, alors pour moi, le 8, c'est un chiffre pair, comme tout le monde sait, hein, Mm. c'est pas compliqué. Donc, les chiffres pairs, pour moi, ce sont des énergies qui sont assez lentes, Ok. justement. Donc, j'ai le sentiment que tu voudrais peut-être, justement, que le côté matériel, ça arrive plus vite, si tu veux, qu'il y ait plus de sous qui tombent dans l'escarcelle plus vite. Et l'idée que justement construire cette prospérité financière, eh bien, ça prend du temps et que tu as déjà fait beaucoup de choses d'ailleurs. Je pense que tu as une belle assise, hein. Donc on voit cette carte, elle est rectangulaire, mais ça fait partie du carré. Mm. Je veux dire, tu Oui, vois, tout à fait. c'est ça, c'est massif. C'est une carte qui est massive. Donc on voit que tu as déjà une bonne installation, une bonne base et que ce qui serait bon pour toi de développer, c'est une certaine patience, comme l'élémentaire auquel moi je relis les deniers, hein, c'est-à-dire le 8 et la Terre, ce sont des énergies qui sont lentes, donc développer, travailler sur l'inverse de l'arcane sans nom, c'est-à-dire Ouais. rester planté là, à attendre les fruits de mon travail et apprécier en fait de regarder aussi ce qui est déjà ce qui a déjà fructifié plutôt que d'avancer en fait à fond la caisse parce que marche ou crève comme tu as dit tout à l'heure c'est violent quand même, hein, Oui. c'est-à-dire des fois si on s'arrête ça ne veut pas dire qu'on crève Oui, aussi, tout à hein, ça fait. veut dire qu'on observe ou qu'on tout simplement on prend le temps de se faire du bien Mm. aussi juste en respirant, en regardant le ciel, j'en sais rien, mais aussi de ne pas être en perpétuel mouvement, ça peut faire du Mm. bien. Donc toi, je dirais ça pour toi, voilà, travailler sur euh, l'immobilité et non pas Mm. l'immobilisme. Parce que c'est très différent. Ok. Voilà. Immobilité. Comment ça te parle, ce que je viens de dire? Ça fait écho. Écoute, c'est très parlant. Oui. Très parlant dans la manière de fonctionner, dans ce que je sens un petit peu arriver, dans le fait de devoir un petit peu changer son fusil d'épaule sur certains aspects.
c'est parlant pour moi. Bon, eh ben, écoute, ce soir, on a utilisé les mineurs. Ouais, Alors, quoi? Celles du tarot de Marseille, elles sont tout à fait utilisables aussi. oui, Tu m'entends? oui, c'est bon. D'un coup, j'ai cru qu'il y avait une coupure, mais non. Oui, oui, parce que donc, évidemment, pour en revenir à des choses plus basiques, c'est vrai que les arcanes mineurs du tarot de Marseille rebutent en particulier les débutants parce qu'on n'y voit pas des scènes de vie comme sur le tarot Rider-Waite. Et que, ben ouais, ben alors qu'est-ce qu'on en fait de ça? Mais tu vois, malgré tout, celle que j'ai tirée pour toi, on peut quand même sentir une énergie. Oui, J'ai senti voilà, que c'était bien assis, bien carré, ouais, bien structuré. Donc, on peut quand même voir des choses dans les mineurs. Alors après, ne parlons pas évidemment des honneurs où il y a quand même des personnages, donc on peut en tirer quelque chose. Mais je pense qu'en effet, pour les débutants, c'est pas évident. En tout cas, moi, ouais. quand j'ai démarré le tarot, les mineurs, ça me parlait pas du tout. C'est normal. Ça demande un certain apprentissage, contrairement voilà, au Rider-Waite où elles sont tout de suite mises en scène. Donc c'est plus facile de pouvoir trouver une interprétation. Et oui, bien sûr, on peut faire vivre ces petits personnages sur les cartes. Oui. Tout à fait. Et, et donc, donc on arrive au terme de ce live. Oui. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints. Alors, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y avait un petit peu de bug parce que des personnes venaient, on a vu les messages notamment de bonjour assez tard. Enfin, ça avait du mal à défiler. Bon, écoute, hein, pas grave. Vous retrouvez de toute façon cette vidéo sur nos Oui, chaînes YouTube. peut-être que Et quelle autre chose à faire aussi. Peut-être que les gens ont autre chose à Oui, faire ce tout à soir. fait. Ah ouais, c'est comme ça. Il y a des émissions qui nous intéressent et puis d'autres moins, Un hein, peu moins. aussi. C'est vrai que ça peut être logique, mais je pense que le sujet dans 15 jours risque d'être intéressant, d'être croustillant. Alors, le sujet, dans 15 jours, en effet, nous allons parler avec le tarot. Alors, attention, je ne parle pas d'utiliser le tarot comme un sextoy, quoique pourquoi pas, ça peut être une Pour innovation. Euh, écoute, Nous allons parler de sexualité dans le tarot. Voilà. Alors, évidemment, vous serez nombreux, j'espère, poser vos questions là-dessus ou à venir nous écouter. Voilà. En tout cas, eh ben, nous, on vous souhaite une très bonne soirée et puis on vous dit donc à dans 15 jours avec les mystères du oui. tarot. Bonne soirée à vous tous. Au revoir.